Ma fille m'a poussée à porter plainte pour des choses répugnantes que mon ex avait soi-disant faites. Mais aujourd'hui, lors de sa fête de fiançailles, elle avoue qu'elle a menti pour nous séparer, sous le regard surpris de son fiancé. Un soir, ma fille est venue me voir en larmes. Elle tremblait tellement que j'ai cru qu'elle était malade. Je ne l'avais jamais vue dans cet état, aussi brisée, aussi effrayée. Mais lorsqu'elle a finalement parlé, tout mon corps s'est figé. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus garder le silence. Elle a déclaré que mon mari, son beau-père, l'avait mise mal à l'aise depuis longtemps. Son beau-père était dans la vie de ma fille depuis qu'elle avait 8 ans. Il l'avait élevée, soignée, aimée comme sa propre fille. J'avais une confiance totale en lui. Et voilà que ma fille me disait qu'elle ne se sentait pas en sécurité avec lui. Cette même nuit, j'ai exigé que son beau-père parte. Il était confus, me demandant ce qui se passait, essayant de comprendre pourquoi je lui demandais soudainement de faire ses valises et de quitter la maison. Il n'arrêtait pas de demander des explications, mais j'ai refusé de répondre. J'ai aussi refusé qu'il voie de nouveau ma fille. J'ai appelé mon frère, qui est venu immédiatement, restant à mes côtés pendant que je faisais comprendre au beau-père de ma fille qu'il n'y avait plus rien à dire. Il devait partir, et je ne voulais plus jamais le revoir. Quand il a compris que je ne reviendrais pas sur ma décision, sa confusion s'est transformée en désespoir. Il m'a supplié, a juré qu'il ne comprenait pas, qu'il avait besoin que je l'écoute, mais j'étais déjà en train de composer le numéro de la police. Je me moquais de ce qu'il avait à dire. Ma fille passait avant tout. Une fois qu'il est parti, tout s'est enchaîné rapidement. La police s'est impliquée, bien qu'aucune charge n'ait été immédiatement retenue, le mal était déjà fait. Ma famille s'est ralliée à moi, me disant que j'avais pris la bonne décision. Ma mère était dévastée, mon frère était furieux, et le père biologique de ma fille s'est soudainement présenté comme jamais auparavant. Il m'a dit qu'il avait toujours su que quelque chose n'allait pas. Il disait que c'était pour cela que ma fille n'avait jamais vraiment accepté son beau-père. Et moi, noyée dans la culpabilité, je l'ai cru. Ma fille semblait heureuse d'avoir son père biologique à ses côtés. Elle souriait davantage, semblait plus légère. Et même si moi, je tentais encore de me remettre de la destruction de mon mariage, je me suis convaincue que c'était ce dont elle avait besoin. Son beau-père, en revanche, n'a jamais cessé d'essayer de me contacter. Même après l'avoir bloqué, même après l'avoir complètement retiré de nos vies, il a continué à lutter. Il envoyait des lettres, des courriels et des messages par l'intermédiaire d'amis communs, me suppliant de simplement lui parler. Mais je ne l'ai jamais fait. J'avais déjà pris ma décision. Je croyais avoir fait ce qu'il fallait. Je pensais avoir protégé ma fille. Je n'avais aucune idée que le véritable cauchemar était encore à venir. Car après cette nuit-là, tout a changé. Mon ex-mari a disparu de nos vies. La plainte a été déposée, et ma fille est devenue mon unique priorité. J'ai travaillé plus que jamais pour m'assurer qu'elle ne manque jamais de figure paternelle, pour qu'elle ait tout ce dont elle avait besoin. Elle a suivi une thérapie. Nous avons déménagé dans une autre ville. Pendant des années, j'ai vécu dans la conviction d'avoir fait le bon choix, de l'avoir protégée, d'avoir été présente pour elle quand elle avait le plus besoin de moi. Mais il y avait toujours quelque chose d'étrange. Au début, j'ai cru que c'était le traumatisme. Elle était distante, mais c'était à prévoir. Elle était adolescente à l'époque, et toute la situation avait été très éprouvante pour elle. Elle se mettait souvent en colère contre moi, se renfermait sur elle-même et parlait à peine de ce qui s'était passé. J'ai pensé qu'elle avait besoin de temps. Même lorsqu'elle a refusé de continuer les séances avec la thérapeute désignée par le tribunal après seulement quelques séances, j'ai pensé que c'était simplement sa façon à elle de gérer la situation. Quand elle ne montrait aucun intérêt à parler de ce qui s'était passé, j'ai supposé qu'elle voulait simplement tourner la page. Je l'ai laissé faire. Je ne l'ai pas forcé. Je croyais bien faire en lui donnant de l'espace. Les années ont passé, et notre relation ne s'est jamais vraiment réparée comme je l'avais espéré. Nous n'étions pas éloignés, pas du tout, mais il y avait toujours un mur entre nous, un mur que je n'ai jamais totalement compris. Elle a obtenu son diplôme, trouvé un bon travail, finalement, rencontré quelqu'un. Quand elle m'a présenté son fiancé, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, de l'espoir. Plus important encore, elle semblait véritablement heureuse, pour la première fois depuis des années. Mais au lieu d'être la soirée marquant un nouveau départ, ce fut celle qui détruisit tout. Car c'est ce soir-là que j'ai enfin appris la vérité. La fête était magnifique. Elle et son fiancé avaient loué une salle de réception chaleureuse. Il n'y avait pas trop de monde, seulement la famille proche et les amis les plus intimes du couple. Puis,
Ma fille a commencé à parler à tous. Elle a remercié tout le monde d'être venu, a parlé de combien elle aimait son fiancé, et a partagé quelques anecdotes amusantes sur leur relation. Mais ensuite, elle s'est tournée vers moi. Elle a dit qu'il y avait quelque chose qu'elle gardait pour elle depuis des années, quelque chose qu'elle ressentait le besoin de dire avant de commencer ce nouveau chapitre de sa vie. Et alors, elle l'a dit. Elle a admis, devant tout le monde, que les accusations qu'elle avait portées contre mon ex-mari, celle qui avait détruit notre famille, qui avait mené à une affaire de police et l'avait isolée de tout, était un mensonge. Ce n'était pas vrai. Elle avait tout inventé. Elle a dit qu'elle l'avait fait parce qu'elle ne supportait pas l'idée que quelqu'un d'autre que son père biologique soit dans ma vie. Elle a ri, comme si c'était une vieille blague d'enfant qu'elle avait faite. Et ensuite, elle a eu l'audace de dire qu'elle espérait que nous pourrions tous aller de l'avant maintenant que la vérité avait éclaté. Comme si ce n'était rien. Comme si elle n'avait pas détruit des vies. Comme si elle n'avait pas anéanti la réputation d'un homme, ruiné un mariage et semé le chaos derrière elle. Son fiancé, debout à côté d'elle, semblait horrifié. Il n'était pas le seul. L'atmosphère dans la salle a complètement changé. Mais avant même que je puisse réagir, c'est son fiancé qui l'a fait. Il lui a demandé si c'était une blague, car ce n'était pas drôle du tout, et ça mettait tout le monde mal à l'aise. Elle a simplement souri et a dit qu'elle avait toujours voulu que ce soit juste elle et son père, qu'elle pensait que c'était la seule manière. Puis, elle s'est tournée vers moi, attendant que je fasse quelque chose. Mais que pouvais-je faire? Rire? La prendre dans mes bras? La remercier pour cette confession tordue? Non. Je ne pouvais même pas la regarder. Je me suis retournée et je suis sortie de cette pièce. Je l'ai entendu m'appeler, mais je ne me suis pas arrêtée. Je suis sortie, le souffle court, l'esprit en ébullition à cause de tout ce que je venais d'entendre. Et c'est là que j'ai compris. Il ne s'agissait pas seulement de ce qu'elle m'avait fait à moi. Il s'agissait de ce qu'elle lui avait fait à lui. L'homme dont j'avais divorcé. L'homme que j'avais repoussé. L'homme que j'avais transformé en monstre pour quelque chose qu'il n'avait jamais fait. J'étais tellement bouleversée que je ne me souviens même pas d'avoir conduit jusqu'à chez moi. Je l'ai fait en pilote automatique. Je suis arrivée dans l'allée, mais je ne pouvais pas me résoudre à sortir de la voiture. Mon corps était figé, comme si j'étais au cœur d'un éclair paralysant. Mon téléphone a vibré sur le siège passager. Je n'avais même pas besoin de regarder pour savoir que c'était elle. Elle appelait probablement pour calmer les choses. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce que ça s'arrête. Une seconde plus tard, il a recommencé à vibrer, encore et encore. Au 5e appel, j'ai éteint le téléphone et je suis restée dans le silence. Je pensais que j'avais déjà connu la douleur, lors du divorce, lorsque j'étais au tribunal, regardant mon ex-mari être interrogé pour un crime qu'il n'avait jamais commis. Quand j'ai vu la lumière s'éteindre dans ses yeux, remplacée par quelque chose de vide et brisé. Mais ça, c'était complètement différent. C'était une trahison dans sa forme la plus pure. Et je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire avec ça. Quand je suis finalement entrée dans la maison, j'étais toujours en pilote automatique. Mes mains ont retiré mon manteau. Mes pieds m'ont conduite jusqu'à la cuisine. Mais mon esprit tentait encore de tout comprendre. De donner un sens au fait que ma fille avait pu mentir à ce point. Car peu importe le nombre d'années écoulées, j'avais été complice de ce qu'il avait subi. J'avais cru ma fille sans poser de questions. Je lui avais tourné le dos. J'avais détruit sa vie. Et je n'avais jamais douté que je faisais ce qu'il fallait. Je ne pouvais pas réparer ce que j'avais fait. Mais je pouvais assumer la responsabilité. Et cela signifiait une chose, je devais le contacter. Je n'avais aucune idée d'où il était, comment il vivait, ou même s'il accepterait de me parler. J'ai passé l'heure suivante à le chercher. Il n'avait aucune présence sur les réseaux sociaux, ce qui ne m'a pas surprise. Finalement, j'ai trouvé un vieil ami à lui. Je lui ai envoyé un message, sans même savoir si j'aurais une réponse. À ma grande surprise, 10 minutes plus tard, il m'a répondu. Il m'a envoyé un numéro de téléphone. Quand je lui ai dit qui j'étais, il est resté silencieux. Je me suis préparée à ce qu'il raccroche, qu'il me crie dessus, qu'il m'exige des explications, qu'il me demande comment j'osais l'appeler après toutes ces années. Mais à la place, il a laissé échapper un petit rire. Il a dit qu'il se demandait quand je finirais par découvrir la vérité. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là. Il m'a dit qu'il avait toujours su que la vérité finirait par sortir. Qu'un mensonge aussi grand ne pouvait pas rester enterré pour toujours. Qu'il avait attendu. Pas parce qu'il voulait justice.
Mais parce qu'il voulait que je vive avec le choix que j'avais fait. Je lui ai dit que j'étais désolée. Mais ce n'était pas suffisant. Rien ne le serait. Mais c'était tout ce que j'avais à offrir. Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il m'a demandé pourquoi j'avais compris maintenant. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Il m'a dit qu'après tout ce qu'il avait traversé, il avait appris à vivre avec. Qu'il avait reconstruit sa vie du mieux qu'il pouvait, même si ce n'était jamais plus pareil. Il avait tout perdu. Sa carrière, sa réputation, les personnes qu'il considérait autrefois comme sa famille. Et il l'avait fait seul, à cause de moi. Je lui ai dit qu'il avait raison. Et que je voulais réparer les choses. Maintenant. Il m'a répondu, qu'est-ce que cela signifie? Je ne savais pas quoi lui répondre. Je ne savais même pas par où commencer pour arranger ça. Après avoir raccroché, je suis restée là pendant un long moment. J'avais fait le premier pas. Mais que pouvais-je faire maintenant pour tenter de réparer cela? Ou au moins améliorer un peu les choses pour lui? Il n'y avait pas de moyen de réparer cela. Pas de façon d'effacer les années de souffrance causées par les mensonges de ma fille. Mais il y avait une responsabilité. Et c'était quelque chose que je devais affronter. J'ai vérifié mon téléphone, sachant qu'il y aurait probablement des dizaines d'appels manqués et de messages de ma fille. Dans chacun d'eux, elle me demandait où j'étais, si j'allais revenir lui parler, et qu'elle ne comprenait pas pourquoi je ne pouvais pas laisser le passé derrière après toutes ces années. Je n'étais pas prête à lui parler. Je ne savais même pas si je le serais un jour. Mais je savais une chose avec certitude, elle n'est pas la victime dans cette histoire. Et je ne vais pas la laisser prétendre que c'est le cas. Aujourd'hui, je me demande, que puis-je faire pour aider mon ex-mari? Je ne peux pas réparer ce qui s'est passé il y a des années. Mais je peux faire quelque chose pour compenser. Que me conseilleriez-vous? Mise à jour 1. J'ai reçu quelques conseils et fait les premiers pas pour tenter d'améliorer la situation pour mon ex-mari. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec plus d'appels manqués que je ne voulais en compter. Ma fille avait été implacable, message après message vocal après message vocal, tous désespérés, tentant de recontextualiser la situation. J'ai continué à ne pas lui répondre. Ce n'était pas à moi de m'inquiéter de ce qu'elle ressentait. Et je ne savais même pas quoi lui dire. Je pensais que contacter mon ex-mari avait été l'étape la plus difficile. Mais je réalisais maintenant qu'affronter ma fille allait être bien pire. Vers midi, elle en était venue à se présenter devant ma porte. J'ai entendu la sonnette, suivie de coups frénétiques, puis sa voix de l'autre côté de la porte. Elle m'appelait, exigeait au moins que je lui parle. Je suis restée assise à la table de la cuisine, immobile. Elle n'avait aucune idée de tout ce que je lui avais déjà donné. J'avais passé des années à ses côtés, à la croire, à me battre pour elle, à tourner le dos à quelqu'un qui ne l'avait jamais blessée, simplement parce que je lui faisais confiance. Et maintenant, elle pensait qu'on pourrait juste en parler. Les coups se sont intensifiés. Elle a dit qu'elle savait que j'étais là, que ce n'était jamais censé aller aussi loin, qu'elle était une enfant émotive, qu'elle avait fait une erreur. Mais elle l'avait fait parce qu'elle m'aimait. T'aimer, ce mot me semblait offensant lorsqu'il sortait de sa bouche. Elle m'aimait tellement qu'elle m'avait enlevé tout choix, dicté ma vie, et ruiné celle d'une autre personne, sans le moindre remords. Elle a dit qu'elle pensait que je comprendrais, une fois que j'aurais eu quelques heures pour me calmer. Je n'étais pas prête à l'affronter. Pas encore. Alors j'ai fait la seule chose qu'elle n'aurait jamais imaginée, je suis allée jusqu'à la porte, et j'ai éteint la sonnette. Le son était discret, mais elle l'a entendu. Elle est restée là, demandant si j'allais vraiment l'ignorer comme ça. Puis, finalement, elle a dit que si je voulais être dramatique, c'était mon affaire, mais qu'elle n'allait pas rester là toute la journée. Je l'ai entendue descendre les marches, furieuse, et partir. Le jour suivant, j'ai rencontré un avocat. Je lui ai expliqué la situation du mieux que j'ai pu. L'avocat m'a écouté patiemment, puis m'a posé une question simple, que voulez-vous faire? La vérité, c'est que je ne savais pas. Mais je savais une chose avec certitude, je voulais faire comprendre à ma fille que ce n'était pas quelque chose dont elle pouvait se tirer aussi facilement. Elle avait ruiné une vie, et elle devait le réparer d'une manière ou d'une autre. L'avocat a hoché la tête, disant qu'il existait des moyens légaux de me protéger si elle décidait d'aller plus loin. Il m'a demandé si je voulais entreprendre quelque chose contre elle pour ce qu'elle avait fait à mon ex-mari. Je lui ai dit que j'avais besoin d'y réfléchir. Il m'a remis un dossier et m'a dit de prendre mon temps, mais pas trop, car ce genre de décision ne devenait pas plus facile avec les jours. Et ce soir-là, ma fille a rappelé. Et cette fois, j'ai répondu.
Non pas parce que je voulais parler, mais parce que j'avais besoin qu'elle m'écoute. Au début, elle avait l'air soulagée, comme si elle avait gagné quelque chose juste en réussissant à me faire décrocher. Elle a dit qu'elle savait que j'avais besoin d'espace, mais qu'elle voulait que je sache qu'elle n'avait jamais voulu me blesser. Je l'ai laissée parler, puis, une fois qu'elle eut terminé, je lui ai dit que je ne lui faisais plus confiance. Je lui ai dit que je ne savais pas si je lui referais un jour confiance. Je lui ai dit que je n'étais même pas sûre de vouloir qu'elle fasse encore partie de ma vie. Je lui ai dit que je ne voulais plus être sa mère. Et que j'avais honte qu'elle soit ma fille. Elle est restée silencieuse, puis sa voix s'est brisée quand elle m'a demandé si je le pensais vraiment. Je lui ai dit que oui. Elle s'est mise à pleurer, me suppliant de ne pas la rejeter pour une erreur qu'elle avait commise enfant. Je lui ai répondu que ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Elle avait peut-être été une enfant quand elle avait fait cela, mais elle avait vécu avec cette vérité, en silence, en tant qu'adulte, sans jamais chercher à corriger les choses. Je ne l'apprenais que maintenant, uniquement parce qu'elle avait jugé bon de soulager sa conscience lors d'un moment de célébration. Et qu'elle croyait que je lui pardonnerais, juste comme ça. J'ai éteint mon téléphone. Parce que je ne voulais pas qu'elle continue à m'appeler. J'avais besoin de réfléchir à ce que j'allais faire. Si j'allais suivre la voie que m'avait proposée l'avocat, ce que je crois que je vais faire. Mais de toute manière, je ne pense pas que cela suffise pour réparer la vie de mon ex-mari. Cette plainte ne serait qu'une partie de l'histoire. Celle du préjudice émotionnel qu'elle m'a causé par ses mensonges. Mais rien de plus. Elle devrait aussi être poursuivie pour diffamation et calomnie. Mais cela, seul mon ex-mari peut le faire, comme l'avocat me l'a expliqué. Et s'il ne l'a pas encore fait, je ne sais pas s'il le fera un jour. Mise à jour 2. Ma fille est une narcissique. C'est la seule manière d'expliquer son comportement. Le problème avec des personnes comme elle, c'est qu'elles ne s'excusent pas parce qu'elles ressentent un véritable remords. Elles s'excusent parce qu'elles n'aiment pas les conséquences. Et je n'allais pas la laisser leur échapper. Elle a passé une semaine sans aucun contact, et moi, j'ai passé mes journées à essayer de recoller les morceaux de ma vie, à tenter de combler le vide qu'elle avait laissé derrière elle. Ce n'était pas facile. J'avais passé tant d'années à me battre pour elle, à la protéger, à me sacrifier pour elle. Abandonner cet instinct n'était pas quelque chose que je pouvais faire du jour au lendemain. Mais je me rappelais, encore et encore, que c'était elle qui avait brisé ce lien, pas moi. C'est elle qui avait pris un couteau et assassiné notre relation le jour où elle avait décidé que sa haine pour mon ex-mari valait plus que mon bonheur. Le jour où elle avait choisi de tout brûler, simplement pour obtenir ce qu'elle voulait. Et maintenant, elle se tenait dans les cendres, étonnée que personne ne lui tende la main. Puis, un après-midi, elle était de nouveau là, devant ma porte. Pendant un bref instant, je me suis demandé si c'était le moment. Si elle était enfin là pour assumer ses responsabilités, pour montrer un véritable remords, pour cesser de chercher des excuses. Mais ensuite, elle a ouvert la bouche, et la première chose qu'elle a dite fut « Je ne mérite pas ça ». Elle avait passé des jours à réfléchir à tout ce qui s'était passé, et c'était sa conclusion. Je l'ai regardée, et je lui ai donné une gifle. Je sais qu'un parent ne devrait jamais lever la main sur son enfant. Mais à ce moment-là, ces paroles m'ont rempli d'une telle impuissance que c'est la seule chose qui m'est venue à l'esprit. Elle était choquée par ce que j'avais fait, car elle ne s'attendait certainement pas à cela. Elle m'a dit, « Je suis ta fille ». J'ai répondu que cela ne signifiait plus rien. Elle a dit qu'elle avait été jeune et stupide. J'ai répondu que cela n'effaçait rien de ce qu'elle avait fait. Elle a dit qu'elle pensait que je finirais par passer à autre chose. Je lui ai dit que nos différends étaient loin d'être dépassés, et que je n'avais aucune foi dans le fait qu'il le soit un jour. Elle m'a demandé s'il y avait quelque chose qu'elle pouvait faire pour réparer ça. Ma réponse a été qu'elle devait commencer par demander pardon, et prier pour que mon ex le lui accorde. Ensuite, elle devait faire une déclaration aussi publique que possible, pour tenter de laver la réputation de cet homme. Et prier encore plus fort pour qu'elle puisse un jour être rétablie. Car sinon, elle devrait vivre avec sa conscience si tant est qu'elle en est une, après avoir ruiné la vie d'un homme bon. Elle m'a regardé, en faisant la moue, comme si elle n'allait rien faire de tout ça. Mais je lui ai dit que seulement après cela, peut-être, j'envisagerais de lui pardonner. Elle m'a dit que nous devrions chercher une autre façon de résoudre cela, mais que jamais, au grand jamais, elle ne ferait une chose pareille qui ruinerait sa vie. Je lui ai répondu que ce sont là ses conséquences. Qu'elle pouvait les accepter en adulte, ou bien continuer à être l'enfant qu'elle prétendait avoir été. Elle a répondu que, puisqu'elle était ma fille, je ne pouvais pas placer un homme au-dessus d'elle.
Mais je lui ai dit qu'à ce stade, je ne pouvais même pas la voir, et encore moins la voir comme une fille. Je lui ai dit qu'elle devait commencer à faire les choses correctement, et que peut-être, dans un avenir lointain, il y aurait une possibilité de reconstruire notre relation. Mais jusqu'à ce jour, rien. Puis, j'ai fermé la porte. Je ne sais pas exactement ce que je vais faire maintenant, mais ma mission est au moins d'améliorer la vie de mon ex-mari. Je me fiche de ce qui arrive à ma fille maintenant. D'après ce que j'ai entendu, son mariage est en péril, ou peut-être déjà annulé. Mais ce n'est pas mon problème. J'ai des choses bien plus importantes à régler. Mise à jour 3. Un mois s'est écoulé. Et pendant ce temps, j'ai fait exactement ce que je m'étais promis de faire. J'ai pris des mesures pour réparer les dégâts causés par ma fille. Pour enfin remettre les choses à leur place. Ça n'a pas été facile. Mais je n'allais pas laisser la situation rester telle qu'elle était, même si cela avait des conséquences pour ma fille. Mais je reviendrai le dessus plus tard. Avant cela, j'ai reçu une nouvelle visite. Ce n'était pas ma fille, mais pendant un instant, j'ai cru que c'était elle. Car je m'attendais à ce qu'elle revienne me supplier. Mais c'était son fiancé. Ou plutôt, son ex-fiancé. Et il avait l'air aussi mal en point que moi. Car, pour être honnête, ces derniers temps, j'ai très peu dormi et très peu mangé avec tout ce qui s'est passé. Et il semblait être dans le même état. Je lui ai dit d'entrer. Nous nous sommes assis dans le salon. L'air était lourd de mots non dits. Finalement, j'ai rompu le silence. Je lui ai dit que j'étais désolée. Désolée qu'il ait été entraîné dans ce cauchemar. Désolée qu'il se soit retrouvé pris dans la ligne de feu de l'égoïsme de ma fille. Désolée qu'il ait failli s'unir à quelqu'un capable d'une telle destruction. Il m'a adressé un petit sourire triste et m'a dit qu'il appréciait mes mots. Mais qu'il n'était pas venu pour des excuses. Il était venu pour m'informer en personne que les fiançailles étaient officiellement rompues. Je m'en doutais, vu les rumeurs et sa réaction lors de la fête. Mais je l'ai remercié d'avoir pris la peine de venir me le dire lui-même. Il m'a dit qu'après tout cela, il ne pouvait plus lui faire confiance. Que même si elle jurait, encore et encore, qu'elle avait changé, il se demanderait toujours si elle n'était pas capable de quelque chose d'encore pire. Et qu'un doute pareil, ce n'était pas quelque chose dont un mariage pouvait survivre. Honnêtement, je l'ai compris. Et je le lui ai dit. Puis, un moment, nous sommes restés là, assis. Deux personnes unies par une tempête qu'aucune d'elles n'avait demandé. Ensuite, il s'est redressé dans son siège et a dit qu'il y avait une autre raison à sa venue. Je l'ai regardé, attendant. Et alors, il a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Il m'a demandé de laver publiquement le nom de mon ex-mari. Pendant un instant, je l'ai regardé, stupéfaite. Non pas parce que je n'étais pas d'accord, c'était même quelque chose que je pensais déjà faire, mais parce que je ne m'attendais pas à ce que cela lui tienne autant à cœur. Il m'a expliqué que lorsqu'il avait appris la vérité, il avait fait des recherches sur le dossier de mon ex-mari. Il avait vu les dommages causés par cette accusation. Et il s'était rendu compte que, même si ma fille avait l'avoué devant une salle pleine de gens, cela ne suffisait pas à effacer la tache sur le nom de mon ex-mari. Ni légalement, ni socialement. Les gens croient ce qu'ils veulent croire. Et certains continueraient à le voir comme un monstre. Peu importait combien de preuves existaient. Il a dit que ce n'était pas juste. Que si mon ex-mari devait avoir une chance de tourner la page, il avait besoin d'une justice officielle. Je lui ai dit que j'étais déjà sur le coup. Je lui ai expliqué qu'après la confession de ma fille, j'avais contacté le vidéaste qui avait filmé la fête de fiançailles. J'avais récupéré les images. Une preuve claire et indiscutable de ses paroles, prononcées de sa propre voix devant des dizaines de témoins. Et que j'avais déjà lancé le processus légal pour blanchir officiellement le nom de mon ex-mari. J'étais aussi prête à agir du côté social. J'avais contacté des avocats, consulté les dossiers de police, fait tout ce que je pouvais pour m'assurer que son innocence soit reconnue publiquement, autant que possible. Il m'a dit qu'il était heureux d'entendre cela. Puis il m'a dit que, si j'avais besoin d'un quelconque soutien financier, juridique, ou autre, il ferait tout son possible pour m'aider. Que, même s'il n'était plus lié à ma fille, il ne resterait pas les bras croisés pendant qu'un homme innocent souffrait pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Je l'ai remercié, mais je lui ai dit que c'était quelque chose que je devais régler seule. J'ai besoin de payer, non seulement avec de l'argent, mais aussi avec mon temps. Je vois cela comme une sorte de pénitence pour avoir été complice de tout ça. Peu importe que j'ai été trompée. Le mal est fait. Plus tard, ce soir-là, je me suis assise avec mon frère pour passer en revue les dernières mises à jour.
Il était le seul membre de la famille avec qui je voulais rester en contact à travers tout cela. Il avait été là quand je suis allée au cabinet de l'avocat, il m'avait aidé à passer en revue les documents juridiques, et surtout, il avait informé le reste de la famille à ma place, pour que je n'aie pas à le faire moi-même. Je savais qu'ils en parlaient. Je savais qu'ils avaient leurs opinions. Je savais que certains essayaient encore de comprendre comment ma fille avait pu faire quelque chose d'aussi monstrueux. Mais je n'avais ni la patience ni l'énergie pour l'expliquer à qui que ce soit. J'étais épuisée. Et la seule chose qui comptait pour moi, c'était de réparer ce qui pouvait encore l'être. Alors j'ai laissé mon frère s'occuper du reste. Ce matin, j'ai reçu un courriel de mon avocat. Les procédures légales avançaient. Le processus pour blanchir le nom de mon ex-mari était officiellement en cours. Mais ce n'est pas tout. Je poursuis aussi ma fille pour les dommages qu'elle m'a causés, personnellement. Et je compte rendre sa vidéo publique une fois cette affaire réglée. Je ne sais pas si ce sera légal. Mais je m'en fiche. Je veux juste que cela n'interfère pas avec le processus juridique pour rétablir l'honneur de mon ex. Ensuite, je la publierai. J'aurais préféré que ce soit ma propre fille qui fasse tout cela. Mais elle n'en a rien eu à faire. Et moi, je ne peux pas rester là sans rien faire. Mise à jour 4. Le temps que j'ai mis à écrire cette mise à jour, que j'espère être la dernière, est dû au fait que laver la réputation de quelqu'un prend beaucoup de temps. Mais je me suis concentrée là-dessus, plutôt que d'écrire sur Reddit. Je suis désolée si je vous ai fait attendre, mais je crois qu'avec la longueur de cette mise à jour, je vais pouvoir compenser. Tout d'abord, avec mon avocat, nous avons réussi à régler tous les problèmes juridiques que mon ex-mari pouvait encore avoir. Chaque détail administratif ou dossier en suspens qui aurait pu l'empêcher de faire quelque chose d'aussi simple que d'obtenir un passeport, ou autre chose, est maintenant résolu. Son casier est complètement vierge, car il n'y a plus aucune affaire en lien avec ma fille. Et cela, c'est important. Pendant ce processus, j'ai reçu un appel de mon ex, car il avait entendu dire que j'essayais de l'aider. Il m'a appelé pour me remercier. Je lui ai répondu de ne pas le faire tant que je n'avais pas terminé. Mais je lui ai dit qu'il pouvait m'aider, tout en cédant lui-même, en portant plainte contre ma fille pour diffamation. Je sais que cela semble étrange qu'une mère encourage quelqu'un à poursuivre sa propre fille, mais c'était une étape nécessaire pour continuer à laver son nom. Même si cela pouvait avoir des conséquences pour moi. Sa réponse a été qu'il avait toujours évité les avocats, car le temps qu'il avait passé à se défendre contre les accusations de ma fille l'avait profondément traumatisé. Je ne lui en veux pas. Même si cela aurait rendu les choses plus faciles pour lui. Quoi qu'il en soit, je lui ai assuré que je n'allais pas abandonner, et que je ferais tout ce qui serait nécessaire. Et une partie de cela fut de déposer une plainte contre ma fille pour les dommages qu'elle m'a causés. Pas pour ce qu'elle a fait en étant mineure, car elle ne peut pas être poursuivie pour des actes à cet âge, je crois que je ne l'ai pas clairement expliqué dans mes précédents messages, donc je le précise ici. Je l'ai poursuivie pour le tort qu'elle m'a causé en maintenant son mensonge pendant des années, même une fois adulte. Dans plusieurs situations où nous avons parlé du sujet, elle a préféré continuer à mentir. Même si l'acte initial avait eu lieu dans son enfance, le fait d'avoir perpétué cette manipulation émotionnelle à l'âge adulte est passible de poursuite. Ce n'est pas grand-chose, nous avons obtenu environ $5 000. Donc, une fois les frais d'avocat déduits, cela revient presque à zéro. Mais j'ai pris soin d'envoyer ce chèque à mon ex, comme une forme de compensation même si cet argent sortait de ma propre poche. Il ne l'a pas encore encaissé, mais je garde les $5 000 de côté jusqu'au jour où il voudra le faire. Il m'a appelé pour me dire que ce n'était pas nécessaire, mais je pense que, même si ce n'est qu'un montant symbolique, c'est une somme qui lui revient. Il a dit qu'il ne voulait pas l'encaisser, et je ne sais pas ce qu'il a fait du chèque, mais peu importe, cet argent l'attendra. J'avais également l'intention de rendre publique la vidéo de la confession de ma fille, qu'elle ignorait être enregistrée. Apparemment, elle avait dit au caméraman de ne pas filmer pendant le discours, mais il l'a fait quand même. Il a pensé que si elle changeait d'avis plus tard et voulait cette séquence, au moins il l'aurait. Dans notre État, il est autorisé d'enregistrer des personnes, mais il y avait une zone grise légalement parlant, car ce n'était pas un lieu public. Toutefois, techniquement, ma fille n'était pas la cliente, c'étaient les parents de son fiancé. Et même si ce n'est pas courant de filmer une fête de fiançailles, il comptait utiliser ces images pour un montage vidéo qui serait projeté lors du mariage, avec d'autres extraits de leur enfance. Nous avons obtenu une autorisation écrite de leur part pour utiliser la vidéo comme preuve, et cela nous a permis de remporter le procès et de laver officiellement le nom de mon ex. Mais je n'ai même pas eu besoin de rendre cette vidéo publique moi-même.
Car, après que le fiancé de ma fille ait officiellement annulé les fiançailles, il y a eu une série de conflits entre eux. Elle a fait une publication où elle jouait la victime. Et son fiancé, enfin, son ex lui a répondu en racontant sa version de l'histoire. Celle que nous connaissons tous comme étant la vérité. Elle lui avait dit qu'elle ne voulait pas épouser quelqu'un ayant fait certaines choses et elle les a décrites. Mais il s'est défendu en disant qu'il n'avait pas besoin d'inventer quoi que ce soit pour obtenir la sympathie des gens, et qu'ils connaissaient tous les deux la vérité. Le plus curieux, c'est de voir certaines amies de ma fille, présentes à la fête de fiançailles, la défendre, alors qu'elle connaissait la vérité. Quoi qu'il en soit, son fiancé, ou plutôt son ex, mais j'abrège, a rendu la vidéo publique. Il connaissait notre stratégie légale, mais il était trop en colère contre elle pour la laisser s'en tirer. Heureusement, la vidéo avait déjà été acceptée comme preuve au tribunal, donc cela n'a pas eu de grandes conséquences. Ça aurait pu mal tourner, mais ce ne fut pas le cas. Donc, je préfère ne pas me fâcher pour ça. L'important, c'est que tout ait fonctionné, et que cette vidéo ait servi à blanchir à la fois l'image légale et sociale de mon ex-mari. Au milieu de tout cela, il y a eu bien plus de drame avec ma fille, qui m'a accusé de trahison pour avoir aidé mon ex, pour l'avoir poursuivi, et même pour s'être fait filmer alors qu'elle avait dit non. Elle a même tenté de poursuivre le caméraman, mais mon avocat l'a assisté pour répondre à sa plainte, et elle a été rejetée assez rapidement. À ce jour, je n'ai plus aucun contact avec ma fille. Elle a dû fermer son compte Instagram pour que les gens cessent de l'harceler. Mais je ne pense pas que ce soit un prix trop élevé, compte tenu de tout ce qu'elle a fait. Car si elle n'avait pas été mineure au moment de son faux témoignage, elle aurait pu aller en prison. Elle peut donc s'estimer très chanceuse de s'en sortir uniquement avec un mariage annulé, 5 000 $ à payer, et une réputation détruite. Voilà à quel point ces derniers mois ont été mouvementés. Vous comprenez maintenant pourquoi il m'a été si difficile de trouver du temps pour écrire ici. Surtout parce que les choses évoluaient si vite qu'un post devenait obsolète en quelques jours. Mais c'est tout. Édition finale, mon ex a décidé d'accepter l'argent, à condition qu'il soit envoyé à une œuvre caritative de son choix, ce que j'ai déjà fait. D'après les rares échanges que nous avons eus, il se sent heureux que sa vie commence à s'améliorer. Et, pour être honnête, j'admire la force de cet homme. C'était une partie du charme qui m'avait poussé à l'épouser, à l'époque. Et c'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles je crois que je ne pourrai jamais pardonner à ma fille.